C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Que pense Maître Louis Fidéon, avocat au barreau du Bénin, de la décision DCC 21-269 de la Cour constitutionnelle qui remet en cause la rupture d'égalité entre les sexes en se basant sur la transmission du nom du père ou du mari voulu par les articles 6 et 12 du Code des personnes et de la famille? Vous suivrez son avis dans cette édition. Push au Soudan, après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles, des hommes armés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais à leur domicile tôt ce lundi. Au Mali, des assises se tiennent entre une délégation du Conseil de sécurité et des acteurs de la transition. Objectif, trouver un terrain d'entente pour une meilleure organisation des élections présidentielles et législatives. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Les aspirants au métier d'enseignant ont déclenché ce matin un mouvement symbolique de protestation sur l'ensemble du territoire national. Ils ont décidé d'arborer le rouge en signe de dénonciation des conditions de travail qui leur sont faites. Ils sont en effet sans salaire depuis le début de la rentrée scolaire alors qu'ils ont passé les 3 mois de vacances sans rémunération. Autre information dans ce journal, la demande de libération provisoire des opposants Nadine Okumansou, Alessandre Rontondi et Joseph Tameyon a été rejetée. Retournée à la barre de la Cour de répression des infractions et du terrorisme CRIET pour être fixée sur leur liberté provisoire. Le dossier a été donc renvoyé en instruction et la demande de liberté provisoire rejetée par la CRIET. Le juge s'est déclaré incompétent et le dossier a été renvoyé en instruction. Vous le savez, l'enfant peut désormais porter soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs 2 noms accolés dans l'ordre souhaité, dans la limite d'un nom de famille. Pour chacun de cette nouvelle disposition est issue de la décision DCC 21-269 de la Cour constitutionnelle qui remet en cause la rupture d'égalité entre les sexes en se basant sur la transmission du nom du père ou du mari voulu par les articles 6 et 12 du Code des personnes et de la famille. Que pense Louis Fidéon, avocat au barreau du Bénin, de cette décision de la Cour constitutionnelle? Donc, Sarwangan a recueilli son avis. Suivez plutôt. Notre Code de la famille qui date de 2004. Donc, c'est un code qui est vieux de 17 ans. Ce code, au moment où il a été adopté, est passé déjà devant la Cour constitutionnelle qui a déclaré le code conforme à la Constitution. Donc, il a fallu attendre le 21 mai dernier pour qu'une requérante saisisse la Cour pour dire que, en vertu du principe d'égalité, qu'il y a discrimination et inégalité au détriment de la femme. Ce code a fait l'objet d'une décision de conformité par la Cour constitutionnelle. Donc, au nom du principe de l'égalité tel qu'affirmé par la Cour constitutionnelle, la Constitution du Bénin, il est dit donc que, en réalité, nous sommes égaux. L'article de la Constitution qui affirme l'égalité entre hommes et femmes est confirmé en même temps par la Charte africaine des droits de l'homme qui a donc affirmé aussi ce principe d'égalité. Il faut dire que au moment de la décision, il y avait le représentant de l'Assemblée nationale, il y avait le représentant du garde des Sceaux. L'Assemblée nationale, par son représentant, a estimé qu'il faut rejeter cette requête-là, en vertu de quelques principes, à savoir, il y a autorité de choses jugées, le Code de la famille a été déjà une fois promulgué sur la décision de l'ancienne Cour constitutionnelle qui a réclamé que c'est conforme à la Constitution, qu'il ne fallait pas
faire droit à cette requête. Le représentant du garde des Sceaux n'a pas fait d'observation et s'en est remis à la Cour. Donc la Cour a donc consolidé maintenant le principe de l'égalité entre l'homme et la femme et concernant les enfants. Donc l'homme, bien sûr, on dit que c'est un privilège. La loi, c'est que l'homme porte le nom, mais la femme aussi a le même droit de donner son nom à son enfant. C'est que cette décision a beaucoup de conséquences. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. L'enfant qui est né là, si vous portez seulement le nom du père, quand il va grandir, il va saisir la cour constitutionnelle pour dire « Ah, moi je suis né de... Ma maman est Tantampion et on m'a fait porter seulement le nom de mon père. » Donc il va revendiquer qu'on lui ajoute le nom de sa mère. Le code de la famille est un véritable baril de poudre avec cette décision qu'on va soulever à tout temps. Depuis 17 ans, il n'y a pas de problème. Maintenant, la requérante a soulevé concernant le nom. Or, vous savez que c'est la famille. Est-ce qu'on instaure la paix dans la famille? Est-ce qu'on instaure la sérénité? Moi, je n'en sais pas. Mais je crois que la décision est suffisamment grave, même si elle semble juridiquement être pertinente. Heureux parmi les exploitants agricoles. Vous le savez, le FNDA a pour objectif de promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole et de l'orienter par des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés. Désormais, ce financement est une réalité. Suivez ce reportage pour vous en convaincre. L'aquaculture est une passion pour ce médecin vétérinaire. Sur ce domaine de 35 hectares, Damien Sagbo Méchoagan élève ici à Ifaïn des poissons tilapia. Il a bénéficié par le truchement de Basic Bank Bénin d'un crédit de 20 millions de francs CFA, facilité par le Fonds national de développement agricole pour booster sa production piscicole. Nous avons un crédit de 20 millions qu'on doit rembourser sur 5 ans. Nous avons eu d'abord la subvention de PADA et après cette subvention, PADA souhaitait nous mettre à l'échelle, où nous avons été sélectionnés et nous avons déposé notre dossier et PADA a accepté de nous accompagner. Et FNDA est venu en appui à la banque pour qu'on nous accorde un crédit. Et ce fonds va nous servir à installer notre écloserie et importer nos géniteurs pour la production des alevins tilapia hybrides. FNDA aujourd'hui, c'est une réalité. On n'avait pas cru au départ, mais aujourd'hui, la banque, avec l'arrivée de FNDA, la banque a accepté de nous accompagner sans nous rendre la vie difficile. Pour le financement, il faut aussi reconnaître qu'il faut une autorisation ou une fiche d'aliment qui permet de dire que nous connaissons le promoteur et cette fiche d'aliment a été délivrée pour faciliter la mise en place de crédit. À Rouegbo, dans la commune de Tofo, le FNDA a également appuyé le promoteur de cet empire volailler, porteur d'un projet d'extension et de modernisation de la production d'œufs de table. J'ai été informé comme tout le monde. J'étais déjà en relation avec ma banque, précisément c'est Aura Bank. J'ai introduit le dossier à l'ATDA. L'ATDA est allé en relation avec FNDA à travers des cabinets. Je voulais construire un poulailler qui pouvait abriter 5000 sujets. C'est le poulailler que vous voyez derrière moi. C'est en construction actuellement. Les charpentiers sont à l'œuvre. Au début, les gens n'y croyaient pas. Mais nous sommes déjà les premiers bénéficiaires. Et on ne peut que leur dire d'enclencher le processus. Après l'élaboration du projet, nous avons essayé de parcourir cela, de voir si le canevas a été respecté et ensuite de les mettre en relation avec un cabinet qui est en relation avec FNDA pour pouvoir approfondir mieux écrire le projet avant l'envoi à la TDA 7 pour quelques corrections. Grâce au FNDA, ces différents acteurs de la production animale et halieutique voient leurs rêves se réaliser et contribuent à la consolidation de l'économie nationale.
Hors du Bénin, coup d'État au Soudan, je vous l'annonçais en titre, des hommes armés ont arrêté tôt ce matin plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre, après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles de transition. De nombreux manifestants sont dans les rues à Khartoum, alors que les syndicats appellent à la désobéissance civile. Suivez le reportage de nos confrères de RT France. Des rues barrées par des pneus enflammés. Le réveil a été pour le moins mouvementé ce lundi matin à Khartoum. La raison de ce mouvement de révolte, le coup d'État mené par le général Fatah al-Burhan, qui dirigeait le Conseil de souveraineté, qu'il a lui-même dissous ce lundi midi. Premièrement, l'état d'urgence est déclaré dans tout le pays. Deuxièmement, le pays reste attaché au contenu de la déclaration constitutionnelle de la période intérimaire en 2019 et à l'accord au Soudan du Sud qui a été signé à Juba en octobre 2020. Troisièmement, certains articles de la Constitution sont suspendus, les 11, 12, 15, 16, 24 tiers, 71 et 72. Et nous restons engagés envers les accords internationaux signés pendant le règne du gouvernement intérimaire. Alors que la plupart des ministres et des civils du Conseil de transition ont été arrêtés, l'armée a également tiré à balles réelles sur les très nombreux protestataires. Des opposants au putsch qui appellent la population à se révolter. En réalité, ce que l'armée est en train de faire maintenant est une grande trahison envers les citoyens à tous les niveaux. Il est maintenant important que chaque citoyen soudanais agisse et descende dans la rue pour empêcher tout véhicule armé de circuler. La nation est plus importante que tout le reste. Maintenant, la nation se dirige vers l'abîme à cause des actions des personnes au pouvoir. Nous devons tous agir, à tous les niveaux, et descendre dans la rue est une obligation. La rue soudanaise, déjà mobilisée la semaine dernière, des dizaines de milliers de Soudanais avaient manifesté pour soutenir le transfert complet du pouvoir aux civils. Un peu plus de 2 ans après l'éviction d'Omar el-Béchir, le Soudan s'apprête à vivre des moments très tendus et reste loin de la stabilité à laquelle il aspire. Au Mali, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU était en visite depuis ce week-end. Hier, elle a rencontré des acteurs de la transition pour s'assurer, bien sûr, de son bon déroulement. Après 2 coups d'État consécutifs, les Nations Unies pressent les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Des élections présidentielles et législatives sont normalement prévues, mais la junte veut organiser des assises nationales avant de fixer la date des élections. Reportage. Délégation onusienne et autorités maliennes réunies pour discuter du sort du Mali. La junte militaire souhaite organiser des assises nationales avant de statuer sur la date des prochaines élections présidentielles et législatives, et ce avec le soutien de l'ONU. Et ce que nous souhaitons, c'est que la communauté internationale nous accompagne, nous soutienne pour rétablir la sécurité au Mali, pour permettre de faire les réformes nécessaires, pour refonder l'État conformément aux souhaits des Maliens qui seront tous réunis au sein des assises nationales de la refondation. Des assises nationales qui devraient se tenir entre le 21 et le 26 décembre prochain pour évoquer les différentes réformes nécessaires pour ce pays, mis à mal par les conflits djihadistes et communautaires. Les forces au pouvoir semblent donc vouloir retarder l'échéance des élections, alors que la CEDEAO exige un maintien des scrutins en février prochain, la fin de la transition et un retour du pouvoir démocratique. Ce sont les requêtes de la délégation onusienne qui devra, in fine, accepter les décisions des organisations régionales. Sur cette question, le Conseil de sécurité n'est pas l'organe principal. Il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est la CEDEAO qui est en avant. Ici, le Conseil de sécurité ne fera que soutenir ce que la CEDEAO fera. Maintenant, on n'a pas de chronogramme. Le calendrier n'est pas sorti. Il y a un certain nombre d'étapes qui ont été décidées par les autorités maliennes. Le Conseil de sécurité ne fera que soutenir la position des chefs d'État et de gouvernement de la région au sein de la CEDEAO, mais la position de l'Union africaine également.
Si les délais électoraux ne sont pas respectés, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU souhaitent pouvoir établir un calendrier réaliste dans les prochains mois. Le colonel Goïta, président du pouvoir actuel, affirme que son gouvernement n'est pas destiné à perdurer et que les Maliens pourront se rendre aux urnes dès que les conditions seront réunies. L'Afghanistan fait face à une grave crise alimentaire. Depuis le retour des talibans au pouvoir, l'économie est aux arrêts. L'épidémie du coronavirus, mais aussi la sécheresse, ont enregistré une pénurie plutôt à grande échelle avec un taux de pauvreté qui ne s'arrête plus de grimper. Reportage RT France. Sacs de farine et bouteilles d'huile, désormais des produits de luxe qui trônent sur les étals des marchés afghans. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté drastiquement ces derniers mois, en cause notamment la sécheresse qui a durement frappé le pays cette année. Il y a 5 ans, la situation était bonne parce que l'eau coulait dans les montagnes. Maintenant, les sources et les puits sont taris. Des récoltes plus faibles également dans les pays voisins, entraînant une hausse des prix à l'importation, dont dépend fortement l'Afghanistan. Mais des échanges commerciaux également affectés par la pandémie de Covid-19 et le changement de pouvoir à Kaboul. Les frontières ont été fermées. Les importations et les exportations ne sont donc pas autorisées. Il est difficile pour les gens de satisfaire leurs besoins de base, car la plupart des personnes travaillant au gouvernement ne reçoivent aucun salaire. La monnaie afghane a également perdu de sa valeur. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, l'économie afghane est à l'arrêt. Kaboul, qui vivait sous perfusion de l'aide internationale, ne peut plus compter sur les dons des États. Les autres raisons de la crise alimentaire sont le blocage de l'aide internationale et le gel des avoirs afghans par d'autres pays. L'aide internationale reste conditionnée aux mesures prises par les talibans en termes de droits de l'homme, tandis que plus d'un tiers de la population est confrontée à un risque de famine à court terme. Pour tenter de pallier la crise, le gouvernement taliban lance un programme d'aide. L'initiative proposait de réaliser des travaux en échange de sacs de blé avec pour objectif d'endiguer à la fois le chômage et la pénurie alimentaire. Aujourd'hui, après un djihad très long et insupportable, le djihad de la reconstruction du pays a commencé. Tous les dirigeants de l'Émirat islamique d'Afghanistan se sont engagés à fournir des services aux citoyens du pays afin que nous puissions reconstruire le pays le plus rapidement possible. C'est une très grande responsabilité. D'après le FMI, le PIB afghan devrait s'écrouler de plus de 30% en 2021. Selon l'ONU, sans soutien de la communauté internationale, la quasi-totalité de la population pourrait basculer sous le seuil de pauvreté d'ici à l'an prochain. Allons en Europe où le coronavirus frappe de plein fouet l'Europe de l'Est. De nombreux pays doivent faire face à une importante vague de contamination. Les gouvernements n'ont pas d'autre choix que de durcir les restrictions sanitaires. Suivez. Les Roumains se préparent à un nouveau tour de vis sanitaire. Couvre-feu à partir de 22h, fermeture des écoles pour au moins 2 semaines, présentation d'un pass sanitaire. Dès ce lundi, la Roumanie met en place de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Depuis le début du mois d'octobre, le pays enchaîne des records de décès quotidiens. Ce durcissement annoncé pour au moins 30 jours semble indispensable pour protéger un système hospitalier au bord de la rupture. Je travaille parfois plus de 100 heures par semaine. J'ai de la chance car ma famille comprend que mon travail de médecin est extrêmement important, surtout pendant ces périodes. Mon enfant a grandi en avance sur son temps et il sait qu'il existe un virus qui tue les gens et que maman doit les sauver. Et j'espère que nous réussirons à ne pas devenir des patients nous-mêmes. Longtemps opposé à la mise en place de restrictions sanitaires, le gouvernement serbe a également franchi le cap ce week-end, alors que le taux de contamination est proche des 1000 pour 1 million d'habitants.
La présentation d'un pass sanitaire pour entrer dans les lieux publics après 22 heures est obligatoire depuis samedi. Des mesures acceptées par les professionnels du secteur de la nuit. Cela affectera sûrement notre entreprise, car les gens ont toujours besoin de temps pour s'habituer à la nouvelle réglementation. J'espère juste qu'ils s'y habitueront rapidement, car c'est maintenant notre réalité. Nous devons vivre avec et c'est le seul moyen de fonctionner normalement. La Russie est aussi confrontée à une flambée de l'épidémie. Avec 1072 nouveaux décès ce dimanche, le pays enregistre un 6e jour consécutif au-dessus de la barre des 1000 décès quotidiens. Afin de faire face à cette nouvelle vague, les commerces non essentiels de Moscou fermeront leurs portes à partir du jeudi 28 octobre, et ce pour une durée de 11 jours. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et à demain.